La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. Jeanne Lecourt a grandi entourée par la photographie et la gastronomie. Et quand il a fallu choisir un métier, elle n'avait qu'une envie, faire quelque chose de manuel et d'artistique. L'art et la créativité sont donc les deux piliers de sa pâtisserie. Et sa grande curiosité la pousse toujours à dénicher des légumes inconnus du plus grand nombre et des saveurs audacieuses à travailler dans ses desserts. Le dernier en date, une cabosse de cacao aux saveurs de lichen et de chocolat qui lui rappelle les promenades en forêt faites avec son grand-père. C'est autour d'un café que Jeanne me raconte tout cela. Son amour pour les desserts de restaurant, son envie un jour d'allier pâtisserie et photographie, mais aussi son dessert qui a marqué son titre de meilleur apprenti de France en 2018 et sa première place de chef à l'hôtel St James à Paris. Au menu de cet épisode, l'origine de son dessert chocolat lichen, ce qui change quand on devient chef pâtissière, mais aussi l'engagement éco-responsable du St James. Bonne écoute! Bonjour Jeanne. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais un petit peu en savoir plus sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Alors, sans hésiter, c'est le crumble. Crumble aux pommes. Ce que ma maman en faisait très régulièrement. Est-ce que tu le refais du coup? C'est un de tes desserts Je le refais, mais alors pour moi, pas pour les clients ou au restaurant, mais vraiment, oui, je le refais personnellement. Est-ce que tu en as fait une version un peu adaptée justement pour aller dans un restaurant, dans un palace? Je dirais que je l'ai plus, réadapté un petit peu, plus dans le côté très fondant de la pomme, en tatin un peu. C'est quoi, selon toi, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Ça serait un dessert très gourmand, du style Paris-Brest, à la noisette. Ok. Est-ce qu'il y a une saveur qui évoque ton arrivée au St James? Oui, je dirais la voie lactée. C'est un dessert que j'ai créé à l'occasion d'un événement pour le Michelin. Et du coup, c'est devenu un dessert signature sur le gastro. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce dessert? Le décrire un petit peu. Donc, on a voulu travailler autour du lait. Donc, à l'intérieur de ce dessert, il y a un biscuit japonais, cheesecake, très fin, avec un croustillant autour de l'amande. Okay. On a une confiture de lait pour le côté régressif. Ensuite, j'ai voulu bosser du coup le lait. Donc, j'ai pris le babeur pour faire une glace au babeur. Un siphon lait ribot pour le côté lactique et fermenté. Ouais. Et sur le côté, en fait, il y a deux petites meringues acidulées qui rafraîchissent le tout. Et surtout, chose très importante, le dessert est composé d'un poivre frais de Macao qui a des notes de citronnelle avec aussi de la poudre de citron noir. Visuellement, il ressemble à quoi? À une voie lactée, comme son nom l'indique. Et en fait, on vient tirer un voile de sucre qu'on vient poser très finement sur le siphon. Et du coup, on a vraiment l'impression que ça représente la voie lactée parce qu'il est dressé sur une assiette en pierre de lave, donc noire, brute. Okay. Et ça a vraiment la forme de la voie lactée. Là, est-ce que, sur le côté, tu vois, parce que tu as parlé de l'assiette, mais du coup, à quel moment est-ce que l'assiette est intervenue dans le visuel de ton dessert? Est-ce que genre t'es partie de cette assiette-là pour le penser?
Non, je suis pas du tout partie sur l'assiette au tout départ. Je pense que quand je réfléchis à un dessert, c'est vraiment les saveurs dans un premier temps et le visuel vient un peu après. Parce que je pense que personnellement, les goûts sont plus importants que le visuel. Si on a un dessert très sobre et extrêmement bon, on va y revenir. Mais si on a un dessert très joli qui n'est pas spécialement bon, les clients n'ont pas envie d'y retourner. Mais même plutôt dans la partie le visuel du coup, parce que l'assiette, la vaisselle en général, ça a une place importante. Mais du coup, quand est-ce que dans ton visuel, tu choisis la partie vaisselle ? Eh bien, je dirais, j'ai fait 5 ou 6 essais sur ce dessert. Ça m'a pris environ 1 mois. Et ça a intervenu au niveau du troisième essai où vraiment là je me suis posée, je me suis dit ok, voie lactée, certes, les goûts sont calés, mais il me manque le côté du coup un peu plus design et graphique. Et en fait le chef, donc Julien Dumas, avait cette assiette qu'il utilisait et ça a été une évidence après par la suite de l'utiliser pour ce dessert. Ok. Et est-ce qu'il y a une saveur qui évoque ton titre de meilleur apprenti de France que tu as obtenu en 2018 ? Bravo. Merci. C'est le café. En tout cas, à l'époque, le sujet, c'était de réinterpréter l'opéra. Ouais. Et donc, on avait le café qui était imposé dans les saveurs. Donc, ça marque en tout cas cette étape-là de ma vie. D'ailleurs, qu'est-ce que tu retiens de ce concours ? C'est une très belle expérience. J'étais jeune à l'époque. Je travaillais au Ritz. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais en mention complémentaire. Okay. Et j'ai dit au chef, écoutez, à François Perret, j'aimerais faire un concours. Il m'a suivi, donc ça a été quand même très sympa de sa part parce que dès mon arrivée, je lui ai dit voilà, moi j'aimerais bien faire un concours. Et ça a été une belle aventure humaine avec lui en tout cas. Oui, parce que du coup, il t'a beaucoup accompagné sur ce point-là, quoi. Oui, il m'a donné l'opportunité de le faire, il m'a donné les labos, donc la place, tout ce qui était aussi matériel, la matière première, j'avais le droit de m'entraîner après le travail, donc c'est une chance, parce que c'est pas tous les jeunes qui sont dans des boutiques où on peut leur dire allez-y, vous avez le droit d'utiliser la marchandise pour un concours. Et ça, c'est une réelle chance et une manière de s'exprimer et j'en remercie beaucoup par rapport à ça. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? J'ai souvenir de faire de la pâtisserie toute petite. En tout cas, ma mère a toujours énormément cuisiné. Okay. Et c'est principalement avec elle ou avec ma grand-mère qui faisait un flan à la coco. Et donc c'est vrai que la coco a marqué en tout cas mon enfance. Et le flan. Et le flan, ouais. Et ta toute dernière création ? Donc la toute dernière création, c'est qui a la carte pour le restaurant gastronomique Bellefeuille. C'est la cabosse, donc la cabosse de cacao. Mais j'ai voulu la travailler autrement qu'on peut la trouver dans des différents desserts. Souvent on la retrouve vraiment la cabosse en elle-même. Là j'ai vraiment fait la tranche. On voit pas en fait souvent l'intérieur. Et donc c'était d'avoir un dessert assez régressif, pas trop lourd, et surtout un souvenir d'avec mon grand-père d'aller aux champignons et donc de retrouver ce côté sous-bois. Et donc c'est pour ça que j'ai marié avec de la mousse d'arbre en infusion. On a une infusion de mousse d'arbre en émulsion et aussi travailler cette approche du lichen qui est un champignon. Voilà. Ça, comment est-ce que ça t'est venu ? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce dessert ? L'histoire de ce dessert, c'est le chef Julien Dumas est quand même beaucoup pour tout ce qui est création. Et en fait, il me pousse énormément dans mes retranchements et dans son approche de la création. Et donc, c'est en discutant avec lui, en lui disant voilà, j'aimerais faire un dessert autour du chocolat, mais pas spécialement trop lourd. Quelque chose de puissant, et donc c'est vraiment à ce moment-là, il m'a dit oui, mais alors pourquoi ce dessert ? Pourquoi ? Et je lui ai dit pourquoi ce dessert ?
Moi, ce qui m'évoque, c'est cette promenade que j'ai en forêt avec mon grand-père. Et donc, je lui ai dit, j'aimerais mettre de la mousse. Et donc, ça a été le commencement en fait de ce dessert. Et comment tu as fait le lien entre chocolat et promenade en forêt ? Est-ce que tu mangeais du chocolat pendant ces promenades en forêt ? Non, c'est après en revenant. On avait une grande tasse de chocolat chaud avec un biscuit qu'on trempait quand on était petit chez mes grands-parents. Ouais, du coup, il y avait le mix entre le retour de balade et du coup de tout ce que tu as avant, les souvenirs que tu as et donc le côté mousse, etc. Oui, connotation entre toute cette promenade qu'on avait à chercher les champignons et cette odeur et du coup l'odeur après aussi du chocolat en fin de promenade. Ok, trop bien. Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? Ça représente quasiment toute ma vie pour le moment. J'ai énormément travaillé en tout cas. Ouais. Je me suis vraiment donnée dans ce métier et c'est... Je dirais pas que c'est une passion, mais en fait quand je pâtisse pas pendant une semaine, je sens que ça me manque. Ok. J'aime bien créer, j'adore faire des associations un peu saugrenues, des choses qu'on va pas trouver dans une pâtisserie de boutique par exemple. C'est pour ça que tu préfères le côté restaurant ? Oui, le côté restaurant, il y a une expression de soi qui est totalement différente dans l'assiette. Pour moi, il y a plus de créativité. Ok. Et plus du coup de soi dans le dessert ? Il y a plus de soi dans le dessert, mais du coup, c'est important aussi de ne pas oublier le client parce que c'est quand même le but, c'est de faire plaisir aux clients. Ouais. Et donc, c'est de leur faire découvrir pour moi des associations qu'ils n'ont pas l'habitude de goûter, alors qu'en boutique on va aller souvent pour offrir, et donc c'est pas une expérience pour soi, c'est une expérience pour les autres, et donc il faut rester plus dans des goûts classiques. Du coup, Saint-James, c'est ta première place de chef, c'est ce que tu me redisais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait ? Je veux dire, qu'est-ce que ça change concrètement ? Et tu vois, comment tu l'as vécu toi, ce passage-là d'un coup, c'est moi qui suis aux manettes, quoi. Ça fait bizarre au tout début, surtout étant jeune. Ça fait bizarre. Après, c'est une expérience qui est très, très, très enrichissante. Surtout de travailler aux côtés de personnes aussi jeunes aussi dans l'équipe. Parce que on est 5 et ils sont tous jeunes. Ouais. Et de travailler aussi directement au contact de cuisiniers et avec le chef, on s'est vraiment trouvé, je trouve, sur cet aspect très nature, très des associations un peu perchées, vraiment. On s'est trouvé, je trouve, côté cuisine et pâtisserie, ça match très très bien. Et comment ça se passe au début, tu vois, tu vois, pour arriver à jauger justement sur des associations un peu barrées, comme tu disais, et en même temps que ça reste des goûts que les clients ont envie de découvrir, parce que malgré tout, il y a quand même un cadre. Tu vois, tu peux pas non plus faire tout et tout, mais du coup, comment tu arrives à canaliser ça un peu ? Je pense que dans un premier temps, je vais partir sur des saveurs que les gens connaissent. Ok. Et après, c'est intéressant d'apporter son petit twist, cette petite note que justement qui va relever le dessert. Je pense que le dessert, il se compose de manière... il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il faut qu'il y ait de l'acide, il faut qu'il y ait de l'amer, il faut qu'il y ait du sucré, il faut qu'il y ait du croustillant. Enfin, faut qu'il y ait plein de combinaisons qui rentrent pour s'encastrer et faire un dessert. Mais du coup, quand tu penses un dessert, alors là, si on reprend le dernier dessert que tu as fait, tu dis d'abord du chocolat et ensuite tu vois le petit twist que tu vas pouvoir apporter qui a été du coup le côté mousse balade en forêt. Enfin, est-ce que c'est toujours ça ou est-ce que... Pour le dessert chocolat, en fait, c'est... À la carte, je suis obligée d'avoir du chocolat. Ok. J'ai 2 desserts, donc dans tous les cas, il faut que je travaille le chocolat et un dessert plus fruité ou plus frais. En fait, je sais pas spécialement, ça vient... On va dire que ça rythme plus les saisons. Ok. Là, je suis en train de travailler sur un dessert, ça fait un mois aussi, autour de la rhubarbe, moutarde, rose, et je vais mettre un peu de goël. Donc, c'est plus au fil des saisons. Et après, est-ce que le fait de... Toi, finalement, tu crées quand même beaucoup. Enfin, tu vois,
tout le temps, ouais. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été pas facile, mais tu vois, comment tu l'as vécu justement? Parce que du coup, quand t'es chef, ben, tu dois créer tout le temps ce que tu fais pas forcément avant. Et j'imagine que, tu vois, il y a un côté peut y avoir un côté un peu stressant de est-ce que je vais arriver à avoir toujours des nouvelles idées, quoi? Comment toi, t'as vécu ça? Alors oui, ça fait très bizarre en tout cas d'arriver d'un coup en tant que chef et de se dire bon bah là il va falloir que je crée et à un rythme assez soutenu parce que le chef est quelqu'un qui est dur à canaliser, il a énormément d'idées et donc souvent il me dit il revient, il me dit on va pouvoir faire un dessert avec ça. Et c'est vrai que lui il lance un peu des pistes comme ça. Des fois j'accroche, des fois j'accroche pas. Mais c'est un rythme soutenu et des fois je rentre chez moi, je me dis mais là j'ai plus d'idées, la création elle est épuisée, mais en allant voir des expos, en lisant aussi des livres totalement autres sur d'autres sujets, ça revient petit à petit. Et par exemple, je sais pas quelle est la dernière expo, le dernier livre ou le dernier film qui t'a redonné un peu de créativité? Le dernier film que j'ai vu, c'est Rushmore de Wes Anderson. Okay. J'ai adoré. C'est un de ses premiers films d'ailleurs. Et ce côté très décalé, j'ai trouvé ça génial. Et la dernière expo que j'ai faite, c'est Andy Warhol et Basquiat à la Fondation Louis Vuitton. Donc là, il y avait le côté plus contemporain, art déco, qui était super intéressante aussi. Et donc c'est vrai que c'est enrichissant malgré tout. Ça, aller chercher dans d'autres arts pour retrouver ta créativité, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Genre... Oui, c'est toujours, c'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que mes parents sont photographes. Ok. Tous les deux. Donc on va dire que depuis que j'ai 3-4 ans, tous les mercredis c'était sortie Louvre. Même faire des expos photos. Enfin, ils nous ont ouvert un œil assez critique dans le domaine de l'art et qui est intéressant d'aller chercher son information, pourquoi, et de pas de se rester figé que dans la pâtisserie. Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu aies voulu être pâtissière? Parce qu'il y a un aspect très très créatif dans ce métier. Oui, c'est un lien, totalement. Si j'avais pas été pâtissière, j'aurais fait de la photo. Ok. Ouais. Alors, comment est-ce que tu as décidé de devenir pâtissière? Ça s'est fait un peu comme ça aussi. Parce que sortie de 3e, je voulais pas aller en général. Parce que j'aimais pas spécialement l'école. Ok. Mais je voulais faire quelque chose de mes mains. Un aspect créatif. Et du coup, j'ai fait 2 stages de 3e. J'en ai fait un dans un journal. Ok. Et un autre en pâtisserie. Et ça a été pour moi plus... J'ai préféré le 2e stage, en tout cas en pâtisserie, parce qu'on fabrique quelque chose de ses mains et on a un résultat dans les quelques heures qui suivent qui est direct. Et c'est ce qui m'a plu, c'est qu'on avait du concret. Et après, au fil de tes études dans la parce qu'après, tu apprends plein d'autres choses, tu apprends plein aussi... Tu vois, je trouve que tu as le côté... ce que tu imagines du métier versus la réalité. Du coup, qu'est-ce que ça t'a... Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, est-ce que c'est le métier créatif qui me correspond vraiment? Est-ce que tu as eu aucun doute quand tu as commencé? Si, il y a eu des périodes, ça va bientôt faire 10 ans que je fais de la pâtisserie et il y a eu des périodes qui ont été plus dures que d'autres, bien sûr, ça c'est normal. Je pense que quand on se donne autant pour arriver à un bon niveau, parce que d'abord il faut apprendre les bases et par la suite on peut s'amuser à créer. Il y a des moments où on se remet en question, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est même bien en fait. Oui. Parce que si c'était que ça et c'était une évidence que ce soit ça, je pense qu'on se remettrait pas assez en question et que par conséquent on se perd un peu. Donc malgré tout, dès que tu as commencé et que tu es allé dans cette voie-là, t'as jamais voulu re-switcher côté photo? Si. Si, mais même à l'heure actuelle, c'est encore... oui. Mais je pense que dans un futur, j'allierai les deux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux facilement les combiner. Bah, après, ça dépend quel type de photo t'aimes, mais tu peux facilement faire des photos gastronomiques. Et du coup, Mais pour moi, oui, ce sera ça, je pense. Ce que t'en fais, du coup, sur ton temps, sur ton temps à côté, sur ton temps libre. Un peu, oui. J'en fais. Donc en vrai, t'es constamment dans ce côté créatif, dans le côté artistique, etc., quoi. Oui, très souvent. C'est quoi l'histoire du dessert qui t'a le plus marqué ? Pas forcément un dessert que toi t'as fait, mais peut-être un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'as goûté et qui vraiment t'a marqué pour une raison particulière. Mais j'ai mon oncle qui a un restaurant étoilé en Normandie. Ok. Et il a travaillé pendant des années pour Ducasse et pour des beaux noms en tout cas. Il a un beau parcours. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir dans mes débuts de pâtissière d'avoir goûté un de ses plats, pas spécialement un dessert, mais un de ses plats qui m'a marqué. Et je me suis dit, faut que je... Comment ? En fait, j'ai ce côté où j'ai envie de le rendre fier aussi, parce qu'il comprend le métier et... Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, donc tes parents sont pas dans ce milieu-là, mais en vrai, t'as quand même du coup ton oncle qui est dans ce secteur et où du coup t'avais déjà un pied, mais t'avais déjà potentiellement une aperçu de ce que ça pouvait être comme métier, quoi. Oui. Et après, en dessert boutique qui m'a vraiment marqué, c'est les desserts de Claire Damon. Elle a des tartes très 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 bonnes. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai pu manger. Aujourd'hui, c'est quoi ton objectif, toi, dans ta pâtisserie ? C'est de se faire plaisir, ça c'est sûr. Et d'aller chercher des associations que j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir travailler et de prendre un peu ce côté cuisine. J'aime bien ce côté vraiment salé, légumes qu'on peut retranscrire un peu dans l'assiette. Sur les associations, qu'est-ce qui te les inspire ? Enfin, pas qui te les inspire, mais qui te donne, tu vois, l'idée d'aller tester ces deux produits ensemble. Surtout quand c'est des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre... je repense encore au lichen parce que c'est l'exemple le plus marquant de ce que tu m'as dit jusqu'à présent. Mais du coup, tu vois, comment est-ce que tu te dis, tiens, lichen et chocolat, pourquoi pas ? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est plus... je sais que je dois créer un nouveau dessert pour le restaurant. Donc là, je vais me poser, je vais réfléchir. Et après, c'est en lisant aussi des livres sur les saveurs, sur des associations, sur tout ce qui est épices, en lisant, en faisant de la recherche. Ok. Ouais. Est-ce que tu vas aussi régulièrement goûter d'autres choses, même que ce soit cuisine ou pâtisserie, tu vois, mais t'as des chefs en tête où t'aimes beaucoup leur travail et du coup tu vas régulièrement goûter ce qu'ils font pour te donner de nouvelles inspi. Oui, ça m'arrive. Le dernier tea time que j'ai fait, c'est aux RL de Émeric Pinard. Et c'était très très bon, franchement. Un super chef. Donc oui, je teste de temps en temps. Pas tout le temps, mais au moins 3-4 fois dans l'année. Ok, ça reste quand même peu. Mais je pense qu'au bout d'un moment, notre palais aussi, il est un peu lassé du sucre. À force d'en goûter. Ouais, ça je comprends. Ça c'est vraiment le retour de tous les pâtissiers. Et finalement, genre, c'est vrai qu'à force de manger du sucré, au bout d'un moment, t'as plus tant que ça envie. Oui. C'est pour ça que tu peux trouver des associations dans du salé. Enfin, tu vois, des fruits, il y en a. Enfin, ça peut être aussi travaillé version salée, des poivres, etc. Tu peux trouver plein d'inspi finalement dans le salé, quoi. Dans toutes les épices et dans tout le milieu salé. On retrouve vraiment des choses plus intéressantes, je pense, que de se cantonner traditionnellement à caramel, vanille, framboise, fraise. C'est un peu dommage, je pense. On parlait tout à l'heure du coup de boutique-restaurant, où toi tu me disais que tu préfères le restaurant parce qu'il y a ce côté, justement, tu peux plus toi t'exprimer, etc. Est-ce que malgré tout, ouvrir un jour ta boutique, c'est quelque chose qui te
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te faire envie? C'est quelque chose qui pourrait me faire envie, oui. Pas spécialement une boutique, mais plus un concept, ou en tout cas bosser pour soi, oui. Ouais, et du coup, ça serait un truc très spécifique, genre soit juste des tartes, enfin un truc avec un concept vraiment hyper fort, quoi. Oui, je pense, mais toujours garder ce milieu artistique, en tout cas. Ça sera vraiment l'identité. Et de lier avec la photo. Oui. J'ai hâte de voir genre comment tu peux lier tout ça et faire un projet qui soit, enfin, tu vois, qui change, parce que, enfin, on le voit pas non plus tant que ça. Je veux dire, il y a pas tant que ça de pâtissiers qui sont vraiment passionnés photo à côté, etc., etc. Donc, très hâte de voir ce que ça peut donner. C'est quoi toi l'ingrédient que tu adores travailler? J'adore travailler les légumes. Les légumes. Ok. Vraiment, j'adore travailler les légumes. Depuis quand? À partir de quand est-ce que... En fait, c'est ça, à quel moment, tu vois, t'as compris qu'on pouvait utiliser des légumes en pâtisserie? Et j'imagine que ça a changé plein de choses, tu vois. Tu t'es dit, waouh, il y a plein de nouveaux produits, du coup, que je peux utiliser. Et quand est-ce que tu l'as compris? Je l'ai compris durant mon BTM, parce qu'il fallait faire un mémoire. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis posée, je me suis dit, bon, il faut trouver un sujet. Et donc le sujet, c'était source d'inspiration inépuisable pour les pâtissiers. Enfin, la nature, pardon. La nature est-elle une source d'inspiration inépuisable pour les pâtissiers? Et je me suis dit que la nature, c'était plus que des fruits. C'était vraiment les légumes. Et c'est plus à partir de ce moment-là, donc il y a maintenant 5-6 ans. Comment est-ce qu'on travaille? Est-ce que on travaille un légume pareil qu'un fruit? Alors comment on travaille un légume? On le travaille cru, cuit, en fermentation. Et ce côté fermentation, justement, on le retrouve plus en cuisine qu'en pâtisserie. Et c'est vachement intéressant de pouvoir faire, par exemple, du kéfir à base d'un jus de légumes ou de faire de la lactofermentation. Et après, du coup, on a des notes qui nous amènent, qu'on ne connaissait pas du tout, qui nous surprend. Est-ce qu'il y a des légumes particuliers, tu vois, que tu aimes vraiment bien travailler? Alors, il y a, pour la Saint-Valentin, j'ai fait quelque chose de vraiment très très bizarre, on va dire. C'est une sorte de raviole. J'ai pris une raviole qu'on a farcie de poire de terre. Donc la poire de terre, c'est une racine qui a des notes de noisettes un peu type topinambour. Donc plus je dirais des légumes d'antan, remettre un peu au goût du jour et l'associer avec le côté réconfortant du coup de la noisette. Donc on en a fait une raviole à base de farce de poire de terre avec un praliné à la noisette et une émulsion à base de citron meilleur pour le côté acide. Et parce que pourquoi est-ce que c'est un légume que t'aimes particulièrement travailler? Genre qu'est-ce qu'il avait de... Enfin, tu vois, est-ce que c'est, je sais pas, genre dans tous les légumes qu'il y a, est-ce qu'il y a des textures de légumes qui sont plus simples à travailler en sucré? Tu vois, parce que justement, pour toutes les raisons que t'as évoquées avant, et du coup tu vois des légumes que toi tu préfères parce que en vrai ils ont ce truc-là où tu peux faire cette technique-là qui va bien fonctionner, etc. Oui, totalement. Bah alors la poire de terre, c'est le côté cru qui m'a intéressée. C'est que en fait, ça ressemble un peu à un gros radis noir. Et du coup, en fait, on pouvait le travailler en brunoise. Ça, c'était le côté croquant qui m'intéressait. Après, pour d'autres légumes, il y a l'aubergine. L'aubergine, on peut en faire un caviar sucré, par exemple. Ça, c'est super intéressant pour ce côté plus texturé. Ouais. Oui, et puis l'aubergine, il y a un côté quand même un peu sucré. Oui, donc c'est plus facile aussi à le travailler en sucré. Sinon, après, il y a des associations aussi. C'est la courge longue de Nice. Ok. En fait, j'aime bien, je pense, travailler des légumes qu'on ne connaît pas spécialement non plus. Notamment la poire de terre, c'est quelque chose c'est ce que voilà, c'est pas commun. C'est ce que j'allais dire. Genre, du coup, je me disais, en fait, c'est ça. Globalement, que ce soit fruits ou légumes, toi, ce que t'aimes, c'est travailler des trucs que
on voit pas partout, que tu vas un peu chercher et dénicher quelque part. C'est ça, j'aime et bien. qui vont te surprendre, quoi. J'aime bien chercher des choses que les gens ne connaissent pas et du coup moi-même Ouais, j'apprends. C'est ce que je voulais dire. C'est Est-ce que, surtout à ça. l'origine, toi, tu connais ces trucs-là? Non. Bah du coup, comment tu les trouves? Bah, c'est dans les livres. Hein. C'est dans les Ok. livres. C'est dans les livres. J'ai le Larousse des légumes. Ok. Et donc je l'ouvre. Des fois je vois des noms je connais pas. Je vais me renseigner. Ou alors le chef aussi, il me dit bah là il y a telle variété de. Par exemple, il m'a parlé d'un fruit que je connaissais pas. Ça s'appelle la Snowball. C'est une variété de pêche et de nectarine. Ok. Et donc là, il m'en a parlé ce matin. Je me suis dit, c'est génial. On va voir ce que c'est. Et du coup, est-ce que des fois, tu te fais des petits challenges, tu ouvres le livre à genre n'importe quelle page et tu te dis, voilà, ce truc, je le connais pas et je vais essayer de le travailler? Ça m'arrive, ouais. Mais alors après, si c'est des légumes qui sont un peu plus inconnus au bataillon, j'imagine qu'ils sont moins facilement trouvables aussi. Enfin, genre, c'est plus compliqué de trouver quelqu'un qui en produit. Oui, c'est plus compliqué. Et après, c'est là toute la difficulté, c'est qu'il faut rester aussi dans ce côté locavore. Ouais. Et donc, l'empreinte carbone, c'est pour ça que je travaille pas de fruits exotiques. Ok. Il n'y a pas de fruits exotiques, ça je me l'interdis. Et du coup, ça nous pousse aussi à chercher des légumes plus que des fruits exotiques, quoi. Ça, à quel moment? C'est vraiment toi, du coup, t'as eu cette volonté de te dire je veux pas travailler de fruits exotiques? Est-ce que c'est le restaurant? À quel moment, toi, ça t'est venu, si c'est toi? C'est un peu des deux. J'avais déjà cette approche pour tout ce qui était circuit court, notamment en BTM. En fait, c'est vraiment là où je pense que j'ai développé mon identité un petit peu culinaire, on va dire. Et puis le chef, ça a vraiment été lui qui a aussi impacté ça à 200%. Lui, il est vraiment éco-responsable, donc c'est bien. On s'y plie et on joue le jeu, quoi, à 100%. Et je pense que c'est important de le faire maintenant, parce que c'est encore les prémices. Ouais. Surtout dans les grosses entreprises, c'est plus compliqué de pas bosser avec du plastique, de pas bosser des fruits exotiques. Et ça, en pâtisserie, c'est très compliqué de pas bosser avec du plastique, ou en tout cas avec du biodégradable. Et là, on a une charte pour septembre, justement, avec Relais et Château, de respecter le no plastique. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, tu vois, qui sont... Enfin, juste sur les produits, est-ce que c'est compliqué, finalement, de faire, tu vois, de se passer de fruits exotiques, de choses comme ça, parce que c'est des choses que... Enfin, est-ce que c'est compliqué parce que c'est des choses que tu connaissais bien, parce qu'en fait, finalement, on t'apprend beaucoup avec ça, ou est-ce que, en fait, c'est tout aussi simple et limite, ça change rien, quoi? Pour moi, ça change rien. C'est juste une question d'habitude. Je pense que l'être humain, il s'adapte à tout. Ouais. Et là, ça va faire quasiment 1 an que j'ai pas travaillé de purée de fruits, en tout cas exotiques. Donc non, ça me pose aucun problème. C'est même quand je retourne dans un labo d'amis, et là je les vois bosser avec des purées de fruits, là ça me fait quelque chose. Je me dis non, ça me dérange. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimerais... Il y a peut-être rien du tout, mais tu vois, si tu voulais aller plus loin encore dans ce côté éco-responsable, tu vois, empreinte carbone, etc. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, mais qui est trop compliqué encore aujourd'hui à mettre en place? Parce que, comme tu disais, genre, c'est encore les prémices, je pense, mais c'est quelque chose où forcément on va devoir s'adapter parce que changement climatique et compagnie. Mais du coup, qu'est-ce qui est encore un point, tu vois, pas bloquant, mais plus... Je pense que déjà... Aujourd'hui, au Saint-James, en tout cas, on a la chance d'avoir un grand hectare, on a plusieurs hectares de terrain qui se situe vers Fontainebleau à Nonville. Et là, on a un potager. Donc déjà, on a les légumes et des fruits de là-bas. Donc on a un compost. Donc déjà, on travaille avec un compost. On trie nos déchets. Ça, c'est, j'ai envie de dire, basique. Et ce qui est très très dur en pâtisserie, c'est de se passer quand même des boîtes en plastique. Mais ça, il va falloir le faire. Et tout ce qui est poche
poche à douille, sac sous vide, le film. Donc là, on a trouvé un film qui était fait à base de fécule de maïs. Ok. Donc ça, il n'y a pas de... Du coup, c'est pas un film plastique, c'est un film biodégradable. Pareil pour les sacs sous vide et pour les poches. Ça a un coût, c'est plus cher. Mais je pense que si tout le monde commence à s'y mettre petit à petit, bah justement, ça va faire descendre les prix. Est-ce que tu vois déjà des évolutions dans ce truc-là? Enfin, est-ce qu'il y a, tu vois, déjà un petit peu des choses qui commencent vraiment à bouger? Tu vois, quand on est dans ce milieu-là, de voir que, en fait, je sais pas, soit il y a plus d'offres, justement, de choses biodégradables, soit il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, soit il y a un peu des normes qui commencent à se mettre en place. Il y a des normes qui se mettent en place, il y a des normes qui commencent à se mettre en place, et effectivement, je trouve qu'en 5 ans, il y a eu une avancée sur le matériel, en tout cas. Ok. Les poches biodégradables, ça c'est quelque chose qui, il y a 5 ans, ça Ouais, n'existait pas. Là, c'est même en discutant avec d'autres chefs, notamment Nicolas Paciello, lui qui a ouvert son entreprise, il avait réfléchi à tout ça. On a eu un échange par rapport au plastique. Et ça, du coup, est-ce que pareil, tu vois, c'est des échanges que vous avez de plus en plus entre pâtissiers et pâtissières qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait pas? Oui, c'est un échange qu'on a de plus entre nous. Dans le milieu professionnel, oui. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender? Tu vois, où t'as pas encore trouvé la bonne méthode pour bien le travailler, pour bien lui rendre hommage, ou alors tu l'as trouvé, mais ça t'a pris vraiment du temps? Je dirais les épices. Les épices? Ouais. Les épices, elles sont pas simples à appréhender et à travailler. Ok. C'est quelque chose qu'il faut se servir comme un assaisonnement. Mais du coup, quand on en met trop, c'est pas mangeable. Et quand on en met pas assez, on le sent pas. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est dur à doser dans un dessert. Et surtout, selon les épices, ça change. Oui, selon les épices, ça change. Et après aussi, selon le client qu'on a en face de nous, s'il va apprécier ou non. Souvent, c'est par exemple la coriandre, c'est compliqué à travailler. Ouais. Il y a soit on aime, soit on n'aime pas. Pareil, la cannelle, c'est quelque chose que si on en met trop, c'est trop prenant. La cardamome noire, c'est pareil, c'est un goût de camphre. Si on en met trop, c'est trop... Le palais, il sature. Je dirais les épices. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à la jeune qui a commencé la pâtisserie? Avec du recul, tu vois, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Enfin, en tout cas, quel conseil? D'être plus sereine et de, je pense, être moins dur avec soi. Ok. C'est important l'exigence, mais quand on se met une trop grosse pression, c'est aussi, ça porte à la négation. C'est vrai. Merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle? Si je serais une saveur, je serais le citron. Ok, sans hésiter. Oui. Pourquoi? Parce que j'adore tout ce qui est acide et je bois très régulièrement des jus de citron. C'est quelque chose que tu utilises beaucoup, du coup? J'en utilise dans tes desserts? Oui. C'est quoi ton péché mignon? Le crumble. Oui, ça. Du coup. Mais est-ce que c'est juste le crumble de ta maman? Est-ce que tu as goûté d'autres crumbles? Est-ce que tu as une recette J'ai goûté d'autres crumbles, mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté pomme fondante. Ouais. Donc c'est plus la pomme. C'est vrai qu'en plus, le crumble, je trouve, tu vois, dans l'imaginaire, c'est un gâteau très familial que tu trouves pas forcément ailleurs. Enfin, je veux dire, t'en as pas forcément dans des restaurants. Ou quoi que ce soit, quoi. T'as moins l'habitude de goûter plein de crumbles comme ça, quoi. C'est plus ce côté réconfortant, ce côté justement famille et de partage. C'est un dessert qui a été fait sur le pouce. Oui, c'est ça. Avec les pommes qui restaient et puis ça rappelle des bons souvenirs. Et pour bien réussir son crumble, il faut faire quoi? Il faut mettre beaucoup de pâtes. Et avoir des pommes bien fondantes. Oui. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Ou que t'as redécouverte? Mais comme tu fais plein de légumes un peu bizarres, il y a forcément un légume que t'as découvert il y a pas longtemps et que personne connaît. On m'a fait goûter récemment, il y a 3-4 jours, un fruit que je ne connaissais pas.
s'appelle la nef. Oui, c'est la nef du Japon. On m'a fait goûter ça il y a 3 jours, je ne connaissais pas spécialement et ça a des notes très surprenantes qui sont acides. Et c'est un tout petit fruit jaune. Ça ressemble un peu à un abricot, non ? Au tout départ, je pensais que ça ressemblait plus à un kaki. Oui, c'est vrai, c'est un mix entre les deux. Mais ça, je connaissais pas. Ok, et ça, tu l'as pas encore utilisé ? Non, tu vas bientôt l'utiliser. Oui, je pense. C'est quoi le gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé ? Dans le sens où quand tu l'as vu ou quand tu l'as goûté, tu t'es dit waouh, j'aime trop l'idée, j'aurais bien aimé y penser. Je pense que c'est un petit gâteau de Jonathan Mougel. Ok. Et c'était le mince. Son petit gâteau, c'était une sorte de cheesecake en fait, mais c'est pas vraiment un cheesecake. C'est autour du fromage blanc et de la myrtille. Et ce petit gâteau-là, j'ai trouvé bluffant quand je l'ai goûté. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues ? Avec Claire Etzer. Elle fait partie des chefs femmes en tout cas qui m'inspirent énormément. Notamment il y a un de ses livres qu'on m'a offert et c'est son approche de création que je trouve super. Elle fait un peu comme elle a un mood board en fait. Où dans son livre, elle montre qu'elle part d'une idée, par exemple d'un vase, puis après elle fait des essais, plusieurs essais, du coup on voit l'évolution de son dessert, et il y a des mots qui l'inspirent, et ça j'ai trouvé ça génial dans la création. Oui, ça a l'air incroyable, comment tu le dis juste là, ça... Trop bien, je te le souhaite. J'ai 5 dernières questions, plutôt vanille ou chocolat ? Vanille. Herbe ou épice ? Herbe. Et laquelle du coup ? La mélisse. Saveur d'été ou saveur d'hiver ? Été. Tarte ou entremets ? Tarte. Et enfin, du coup, ta voie lactée ou le cacao ? La voie lactée. Ah ouais ? Est-ce que c'est le premier, enfin, c'est un peu parmi les premiers, du coup il est marquant ? Parce qu'il est frais. Il est plus frais en tout cas. Ce côté frais et léger, plus léger que le chocolat. Merci beaucoup. C'était très cool de pouvoir discuter avec toi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit une saveur à tester, un ingrédient, une recette à refaire, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer ? Ce serait de faire un soufflé. Ok. Ça c'est pas mal. À ce qu'on veut ? À ce qu'on veut. Ok, merci beaucoup. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode ? De venir goûter la cuisine du chef Julien Dumas au Saint-James. Et c'est un lieu intimiste. Ouais, du coup, j'y suis jamais allée. Ça me donne bien envie d'aller dans ce lieu qui a l'air très joli. Merci beaucoup en tout cas. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi. C'était un plaisir. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!